toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Aujourd'hui, débrief de la défaite contre Limoges 107 à 100 de ce week-end, samedi soir à Beaublanc. Aujourd'hui, pour m'accompagner, petit duo sympathique avec Antoine. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Comme je vous l'avez sûrement vu, donc le Paris Basketball s'est incliné encore une fois, a encore une fois pris plus de 100 points, a perdu encore beaucoup de ballons, a lâché encore une fois beaucoup de lancers francs pendant le match. Antoine, est-ce qu'on n'a pas encore vu samedi soir, en fait, ce qu'on voit depuis le début de saison? Est-ce que c'est pas un peu une défaite qui ressemble vraiment à une défaite du Paris Basketball? Alors, hormis un détail dont on parlera tout au long de cette analyse, oui, je trouve que tu as assez bien résumé la situation de cette rencontre. Un Paris Basketball offensivement, on le voit 100 points, assez à l'aise, mais défensivement assez catastrophique. Le mot est lâché parce que voilà, ça fait 4 matchs et il n'y a pas eu une once d'amélioration dans les systèmes défensifs, dans cette capacité un petit peu à surélever son niveau défensif et à presser un adversaire qui, en plus, on le rappelle, Limoges avait joué 2-3 jours avant en Basketball Champions League. Et c'est vraiment extrêmement dommageable de voir que les matchs se suivent et se ressemblent en fait pour le Paris Basketball. On va rentrer dans le détail, mais oui, pour répondre à ta question, c'est du réchauffé en fait, en quelque sorte, ce match-là. C'est un peu fort comme mot, mais c'est qu'il y a un moment où c'est plus de la frustration qui émane de ces résultats-là. Et qu'est-ce qui n'a pas été en première mi-temps? Parce que, en tout cas, c'est là où Paris a semblé le plus en difficulté. Et simplement, voilà, 29-17 après le premier quart-temps. Il y a eu un coup de mieux, on va dire, juste avant la mi-temps. Paris qui s'était un peu rapproché. Je crois qu'il y a 8 points d'écart à peu près. Mais Paris avait déjà encaissé plus de 50 points dans la partie. Qu'est-ce qui n'a pas été dans cette première mi-temps? Et on s'est dit, toi et moi, on était devant le match ensemble. Et on était là, ça sent pas très très bon. Heureusement qu'il y a eu cette fin je dirais de deuxième quart-temps où Paris a semblé en tout cas retrouver un peu d'allant collectif. Mais qu'est-ce qui n'est pas allé sur les deux premiers quart-temps? Je trouve que l'allant collectif, hormis voilà la fin de la première mi-temps globalement, mais sinon oui c'est ça, c'est un manque de collectif. Tout d'abord, j'ai pas extrêmement compris pourquoi Toupane remontait autant le ballon dans un premier temps. Après voilà, je trouvais le nombre de pertes de balles qui était assez problématique. Les passes transversales, on en parlait devant le match. C'est quelque chose que je trouve extrêmement dommageable. En début de match, tu les payes en fin de match. Hein. Donc tout se paye au final dans ce match-là. Un collectif voilà en manque de mouvement, Ismaël Kamagaté qui est pas extrêmement utilisé aussi. Ça, ça joue à l'arrêt. On attend de voir ce Paris Basketball là courir, shooter vite, parce que c'est ce que veut inculquer Will Weaver, bon, qui peut toujours pas coacher. Il n'était pas sur le banc hier soir. C'était encore bienvenu Kindoki. Mais voilà un collectif rouillé qui a réussi à retrouver de la réussite au fur et à mesure du match et au fur et à mesure de cette première période. Des tirs qui rentraient pas beaucoup. On voit notamment les lancers francs, on en parlera. Mais on provoque beaucoup de fautes, on attaque énormément en pénétration, on obtient les fautes, on les rentre pas tous, les lancers je parle. À 3 points, on prend des tirs assez compliqués aussi. Il y a des joueurs qui ont des lignes pas très reluisantes, on va dire, hormis certains. C'est un tout en fait, j'ai trouvé vraiment cette attaque rouillée, c'est-à-dire qu'en plus de défendre de manière très compliquée comme depuis le début de saison, on a vu une autre façon d'attaquer, totalement différente, avec un autre porteur de balle, du moins dans la première mi-temps, et c'était pas une réussite puisqu'on l'a vu, voilà, 29-17 dans le premier quart-temps, et ça aurait pu être pire vraiment parce que Paris met vraiment beaucoup de temps à rentrer ses tirs. Tu l'as cité, effectivement, c'est un point important, les lancers francs. On a hésité justement à en faire un gros point dans ce podcast, mais je pense quand même, comme on se te disait avant, qu'on peut en parler. Les lancers francs, Paris a shooté à 29 sur 40. Alors moi, j'ai pas souvenir qu'on ait shooté autant dans un match depuis des années, depuis bien longtemps en tout cas. 28 fautes provoquées qui ont donné du coup 40 lancers francs, seulement 29. Ça fait 72% de réussite, ce qui est en soi qui est pas mauvais. Le problème, c'est qu'en face, Limoges est à 21 sur 25 et a rentré plus de tirs. C'est simple. Paris a rentré dans le match 31 tirs. Ils ont rentré 29 lancers francs. Donc, c'est-à-dire que ton arme principale là sur la rencontre, c'était le lancer franc. Et encore une fois, t'as des passages où tu en loupes. Le problème, c'est que là, c'est assez,
tout le monde a loupé des lancers francs, je crois, à part, là je suis en train de checker, il y a que Toupane qui a pas loupé de lancers francs sur la partie, sinon tout le monde a loupé des lancers francs. Et bah, je sais pas ce que t'en penses Antoine, mais moi j'ai trouvé que c'était un point clé et que je vais faire transition avec ça aussi. Ça fait partie d'un espèce de plafond de verre que Paris a jamais su dépasser parce qu'on Paris a jamais pu passer devant au score des 40 minutes du match. Non, exactement, le plafond de verre est une très bonne, métaphore, puisque, déjà, c'est un peu ce qu'on se disait au retour de mi-temps puisque Paris Basketball ratait, je dis bien ratait au passé tous ses retours et tous ses troisièmes quart-temps. Celui-là était pas si mauvais que ça. Il était même plutôt bien contrôlé et le Paris Basketball est bien revenu au final au score, mais dès qu'il revenait à -2, il y avait voilà ce plafond de verre, ce petit gap qui faisait qu'il y aurait une erreur, une perte de balle, un tir raté. Bon, les tirs ratés, c'est un manque de réussite, ça arrive, mais vraiment voilà une mauvaise gestion de la possession qui permettait à Limoges de toujours revenir, de reprendre un peu d'avance. Ça passait à +5, à +7, Paris revenait, Paris est même revenu à égalité à un moment, mais Paris n'a jamais réussi à passer au-dessus par des lancers francs ratés. Tu as cité hormis Toupane, qui a un match, on peut en parler, enfin voilà, qui a réussi à tous les mettre. Ils ont tous raté au moins un lancer et quand tu fais, ben, voilà, tu fais la somme, tu te retrouves à perdre cette rencontre et de 7 points en l'occurrence. Ça a été très compliqué, je trouve, encore une fois, c'est des mots qu'on utilise à chaque fois et c'est dommage de les citer. Ben, voilà, c'est frustrant de voir que, le troisième quart-temps, si malédiction ou mauvaise gestion a été, pour le coup effacé mais que Paris ne courait plus derrière le score, mais en fait, Paris, dès qu'ils avaient vraiment la balle en main pour repasser devant, n'y arrivaient pas et ça s'est vu notamment, bah, ça se voit dans les pertes de balles parce que c'est surtout ça qui pèche et les passes transversales en fin de match qui ont coûté très cher, notamment des passes transversales, d'Axel Toupane. Bah, là, il perd 2 ballons, mais c'est 2 passes de ce style-là et au final, ben, tu te retrouves avec, 19 ballons perdus au global et c'est beaucoup trop. En plus de ça, quand tu ne rentres pas autant de lancers francs parce que tu en as bénéficié de 40, bah, ça fait que tu es mené, tu rentres au vestiaire avec une nouvelle défaite face à une équipe qui était prenable en fait et fatiguée, d'autant plus. Ouais, qui était prenable. Après, c'est quand même un des déplacements, je pense, le plus compliqué. Mais effectivement, avais un shot possible. C'est une équipe qui n'était pas en confiance, qui avait retrouvé un semblant de collectif, justement, parce qu'on a un peu les mêmes soucis entre Limoges et Paris depuis le début de saison en termes de collectif, même si Limoges, on l'a pas cité, mais a renouvelé son effectif quasiment totalement, parce qu'il y a que Nicolas Lang qui était là la saison dernière. Et je trouvais que c'était criant, personnellement, que l'écart collectif entre les deux équipes, où tu vois, qui sont, on va dire, tous rangés derrière le collectif, et c'est Darren Govens qui était en réussite samedi soir, donc c'est lui qui a pris les choses en main. J'ai pas trouvé que c'était le cas à Paris, où encore une fois, t'as plein de soucis t'as pas d'entraîneur, t'as pas ton entraîneur principal qui peut coacher, c'est difficile, mais même l'intégration de tous les joueurs et d'en faire un bloc équipe, est plutôt difficile. Ça se voit d'ailleurs même sur les passes décisives, t'en fais que 15 quand tu vois le nombre. Je crois que c'est 22 du côté de Limoges. Il y a plein en fait, statistiquement, il y a plein de choses à prendre en compte, et tu l'as cité, les pertes de balles, moi, c'est du coup ce qui aussi montre cet talent collectif qui allait pas du tout. Quand tu perds 19 ballons, il y en avait 11 perdus à la mi-temps. Alors, il y avait Wallace et Holman étaient bien dans leur match, je trouve, en première mi-temps. C'est pour ça que Paris n'est que à -8 en sortant, en revenant au vestiaire. Mais dans sa globalité, j'ai trouvé que le collectif parisien avait encore trop de défauts. C'est pas, enfin, ils apprennent encore à jouer ensemble. Le problème, c'est qu'ils devraient pas apprendre à jouer ensemble. C'est en pré-saison que tu dois apprendre à jouer avec tes coéquipiers. Et le seul joueur qui n'était pas de la pré-saison, c'est Amar Gegic. Et je trouve Amar Gegic, bah tiens, je voulais peut-être qu'on en parle un peu. Je sais pas ce que tu as pensé de sa partie. Quand tu vois ses statistiques, 8 points, 4 rebonds, 4 passes. Il est à 10 d'évaluation, il a raté seulement un tir à 3 points. Il n'est pas droit au lancer franc, certes, mais pour moi, Amar Gegic, c'est fou parce qu'il n'a pas joué du coup la pré-saison. Il est arrivé direct pour le. Je crois qu'il a joué le dernier match de pré-saison. Et je le trouve déjà intégré, par exemple. Oui, c'est vrai, je le trouve, très concerné et plutôt bien intégré. Il y a encore quelques, systèmes offensifs où il y a de l'incompréhension, mais encore c'est vraiment pas grand-chose, de moins en moins que par rapport au match contre Nanterre ou Blois. Mais oui, voilà, tu as très bien cité, Amar Gegic, pardon et on voit sa ligne de stats et son apport. C'est un joueur qui
Par exemple, sur tout le on en parlait hier, pendant le match, c'est de en seconde chance, il a son second jump, il va attaquer la raquette pour avoir un rebond offensif. Il est très concerné. Offensivement, je trouve que c'est un joueur qui est classe à voir jouer, qui a l'air de plutôt, essayer de comprendre les systèmes puisque c'est pas encore un peu compliqué, qui a un beau shoot, qui défend bien, qui sait créer, on le voit à son nombre de passes, qui peut remonter le ballon de temps en temps, qui hésite pas à aller voilà, à l'intérieur pour se bagarrer, si on peut dire ça comme ça. C'est une belle rencontre et voilà et lui il a pas eu autant de temps que les autres pour, apprendre à connaître ses coéquipiers et ça se voit pas trop, pour le coup, par rapport à certains autres ou alors, par rapport à l'ambiance globale. On n'a pas l'impression qu'il est là depuis moins longtemps et parce que tu l'as très bien résumé, collectivement, c'est une équipe qui a encore du mal, autant individuellement, chaque joueur est très bon. On a vraiment des joueurs qui, individuellement, sont des très bons joueurs de basket. Collectivement, ben, ça f je vois pas encore on ne voit pas encore voilà, une assimilation totale d'un groupe, et c'est dommage et ça se rappelle ce que disait Michael Hay, le coach de Blois au dernier match, individuellement, les Parisiens sont meilleurs, mais en face, nous, on joue collectif. C'est un peu ce qu'a fait Limoges. Un autre joueur dont je voulais qu'on parle, en faire un petit mot, c'est Kyle Holman Jr. qui a réalisé sa meilleure partie depuis le début de saison, avec 25 d'évaluation, 30 points, 3 rebonds, une passe. Lui, c'était, on va dire, le métronome de l'équipe. Celui qui, en fait, a jamais vraiment eu de temps faible, on va dire, dans le match. Il joue 33 minutes, donc il a quasiment tout joué. Il fait partie d'avec Wallace et Amir Sims, des joueurs qui jouent le plus, forcément, en même temps, vu le cadre que c'est dans l'effectif. Qu'est-ce que tu as pensé de sa partie, Antoine? Une belle partie en voilà, il avait été un ça a été assez compliqué, pardon, contre, Blois. Il était à 4 d'évaluation, si je me rappelle bien, une dizaine de points, 10 points même. Là, vraiment, on l'a senti, le Kyle Holman, même qu'on voyait un peu l'année dernière ou même sur quelques séquences du début de saison. Offensivement capable de prendre les choses en main, en 1 contre 1, c'est un joueur extrêmement compliqué à défendre pour n'importe qui dans ce championnat et c'est bien de le voir comme ça rassure en fait, de savoir qu'on peut compter sur un joueur qui voilà, offensivement, en pénétration, au shoot, peut aussi prendre des bons tirs. On le voit à sa ligne de stats, hein, il est à 4 sur 8 à 3 points, 4 sur 6 au tir, il provoque énormément de fautes, il les transforme parce qu'il est même s'il a pas mis tous ses lancers, il en a juste mis 10 sur 11. Au rebond, il est là, il fait une interception, donc il tend à se concentrer défensivement et à apporter. Heureusement qu'il était là, clairement, et qu'il a été constant et qu'il a permis à Paris de rester dans la rencontre, hein. Il fait partie des artisans de la solide prestation offensive, parce que même si Paris perd ce match défensivement, offensivement, ça reste encore un match, un bon match pour Paris, hein. De ce côté-là du terrain, c'est dommage que derrière on fasse pas les efforts. Mais ça fait du bien de le revoir et voilà, comme je disais, de savoir qu'on peut compter sur lui dans ce secteur offensif. Maintenant, défensivement, ça sera pas que sur lui c'est pas que lui qu'il faut blâmer, je pense que c'est collectif. Ouais, juste moi, j'ajoute un petit mot, après on passe à la suite sur Kyle Holman. Je sais plus si on en avait parlé dans le podcast ou si on se l'était dit en off. En tout cas, sûr qu'on s'était dit en off. Du côté, enfin, comment Kyle Holman et Tyrone Wallace jouent très peu bien en même temps, tu vois. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre, mais si Si, si. ils sont rarement connectés en même temps et bah je trouve que, allez, c'est un des matchs où ils ont été, on va dire, je trouve les plus complémentaires tous les deux. Même si Tyrone Wallace a quand même eu des bas dans son match, et il perd 7 ballons à eux deux, donc ce qui est quand même beaucoup, hein, parce que c'est quasiment la moitié des ballons perdus de Paris sur le match, mais j'ai trouvé quand même un peu mieux. Si je dois trouver un élément positif, je trouvais que c'est vraiment pas parfait, mais il y avait du mieux sur certaines séquences leur utilisation et dans leur complicité, dans leur complémentarité sur le terrain. Petite, allez, dernière chose sur ce match avant de finir ce podcast, Antoine. Petite question rapide. Et, elle est tentante parce que Paris est à 0,4 et que donc et dernier du championnat avec 102 points de moyenne encaissés par match. Seul le Portel le Portel est la seule équipe pardon, qui n'a pas gagné de match non plus cette saison en Betclic Elite, 0 victoire et 4 défaites également. Antoine, simplement, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est la crise pour le Paris Basketball? Est-ce que c'est la crise, un petit peu tôt? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Oui. Est-ce qu'il faut tirer une sonnette d'alarme? Oui, déjà.
Pas de conclusion hâtive, hein, loin de là, mais bah, comme disait Jean-Christophe Prat, souvent, tu concluras ce que tu vas en conclure. Mais non, faut tirer une sonnette d'alarme, ça va pas du tout, on se prend beaucoup trop de points. Bien sûr, le coach Will Weaver n'est pas là encore, c'est dommageable, mais on était dans cette période de la saison où on a joué des équipes qui étaient prenables, Blois, Bourg, Nanterre, enfin toutes les équipes qu'on a jouées étaient prenables et on ne jouait pas à un rythme aussi intense que le Paris Basketball va jouer désormais puisque les semaines de 2 matchs vont commencer. Paris va jouer en Eurocoupe dans quelques jours, puis après Monaco. Donc c'est des matchs compliqués et on se retrouve dans une situation où on est à se demander s'il ne manque pas deux joueurs au Paris Basketball, au moins deux profils de poste, c'est-à-dire un autre poste 5 et un meneur gestionnaire. Défensivement, c'est très inquiétant. Et offensivement, ça joue bien. Et voilà, c'est le seul à peu près feu vert qu'on a. Mais il n'est pas si vert que ça quand on voit les valises qu'on se prend en retour. Donc c'est très inquiétant. Crise, on va attendre encore un petit peu, mais par contre, grosse sonnette d'alarme à tirer, mais tout de suite, tout de suite. Tout de suite et justement en plus le calendrier est pas facile pour Paris qui dans ce qui va arriver, prochainement. Tu l'as cité, alors il y a l'Eurogroupe mardi, contre Turk Télécom à Ankara, donc c'est un déplacement, qui, va donc être le premier match européen de l'histoire du club. Et puis, le déplacement pardon à la réception, je dis déplacement parce que ce sera pas à la Halle Carpentier, mais ce sera bien un match à domicile, au stade Roland-Garros. Ce sera donc contre Monaco. Petit mot peut-être sur Monaco, Antoine. Normalement, alors on met des gros guillemets, mais Will Weaver, son dossier va être traité par la commission des qualifications mardi. Donc potentiellement qu'il pourrait être sur le banc contre Monaco. Euh, Paris, il y a quand même de grandes chances, en tout cas, d'être à 0,5 dimanche prochain. De grandes chances d'ailleurs, pour ajouter, à ce match, je reviens vite fait une petite aparté sur Limoges. Paris a joué sans Gauthier Denis aussi, donc voilà, ni Juan Bégarin ni Gauthier Denis n'étaient là. Juan, ça fait un moment, Gauthier Denis, c'était la première fois qu'il jouait pas cette saison, qu'il était pas dans la liste. Il n'était pas du déplacement, hein, c'est vrai, t'as raison. Voilà, donc Paris est assez diminué. On verra dimanche contre Monaco. Paris sera diminué physiquement après le déplacement à Ankara, tu l'as dit, et Monaco, voilà, bah, c'est un petit peu, c'est le wagon du championnat. Ils ont fait une très belle prestation contre Bologne en Euroleague cette semaine. C'est un effectif pléthorique qui bosse bien, qui est très athlétique, qui nous réussit pas tellement, puisque voilà, je pense qu'il y a un gap de niveau indéniable. Et si on est dans cette mentalité-là et diminuer en termes d'effectifs comme on laisse, ça risque d'être compliqué. On veut pas être pessimiste, mais peut-être réaliste. Voilà, être en 0,5 quand on fera le podcast, voilà, de Roland Garros contre Monaco, ça serait pas une énorme prise de risque que de dire ça. Effectivement, bon, on va s'arrêter là pour ce podcast. Petit mot sur les espoirs qui ont aussi perdu contre Limoges, 89-75, toujours autant de victoires, autant de défaites que les pros. Comment dire, Kian Maloya a joué et a pas été forcément excellent, encore une fois, 12 points, 5 rebonds, 7 pertes de balles. Celui qui a été excellent avec les espoirs, c'est encore une fois d'ailleurs, belle surprise depuis qu'il est arrivé, c'est Kevan Moreno avec 24 points pour 26 d'évaluation, donc plutôt propre. Nous, on va se donner rendez-vous, pas ce mardi, pas en débrief de Turk Télécom. Vous avez la preview d'ailleurs de la saison d'Eurocoupe qui est disponible depuis quelques jours sur toutes nos plateformes et sur YouTube. Vous pouvez aller voir. Et puis donc, on va se retrouver après le match de Monaco pour le débrief de ce match de gala, le premier de la saison. Ce sera dimanche en fin de journée. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt et merci à vous de nous écouter. Ciao.